Bien, bonsoir à tous. Merci d'être présents ici à Sciences Po et merci à Sciences Po de nous accueillir pour ce troisième temps d'un cycle consacré à l'héroïsme, arc-bouté au spectacle Philoctète que nous donnons encore pour cette semaine à guichet fermé à l'Odéon avec Laurent Terzieff. Quel héros l'histoire se choisit-elle? Les héros font-ils l'histoire? Et aujourd'hui, assiste-t-on à une fin d'héroïsme ou à une métamorphose des héros? C'est l'objet qui va nous occuper, mais au préalable, puisque nous sommes à Sciences Po et que donc il est important de faire des enquêtes de terrain, je vais me prêter à un petit sondage. La première est: qui était présent au débat de samedi? Votre assiduité vous honore. Qui était présent hier? Ceux-là sont les vrais braves. Et qui a assisté au spectacle? Vous êtes merveilleux. Très bien. Donc, je vais faire comme on observe parfois dans des séries, c'est-à-dire un résumé des épisodes précédents, mais sachant que beaucoup d'entre vous étaient là à un moment ou à un autre et où ont vu le spectacle, je serai assez bref. Donc, pardon pour ceux qui ont déjà entendu ce que je vais dire. Je vais essayer d'aller à l'essentiel, mais ça nous permettra de lancer un certain nombre d'enjeux et de questions. Simone de Beauvoir écrivait « On ne naît pas femme, on le devient ». Pourrait-on dire « On ne naît pas héros, on le devient ». Y a-t-il un devenir héroïque et y a-t-il un devenir de l'héroïsme? Il semble bien, à regarder cette histoire depuis l'Antiquité, qu'on observe différentes phases qui soient nettement articulées autour d'une conception de l'héroïsme. Pour aller vite, j'en parlais déjà hier avec Régis Debray, Laurent Terzieff et Jean-Pierre Siméon, on peut considérer qu'il y a, en gros, et je suis sûr que mes invités auront leur mot à dire sur la question, au moins 3 âges de l'héroïsme. Un premier temps, qui est un héroïsme d'inspiration manifestement aristocratique, où c'est le meilleur, c'est-à-dire celui qui, par sa naissance, est bien né et d'une origine supérieure à celle des autres, qui, par ses actions d'éclat, va confirmer cette naissance, cette excellence, et va laisser ainsi dans les mémoires une trace immortelle, puisqu'il n'est de héros que par le poète, que par la poétisation, sans doute, que par le chant, en tout cas que par le récit. Et c'est cette articulation-là que nous examinerons lors de notre prochaine rencontre dans une semaine avec Alain Finkielkraut et Thomas Pavel. Héros et imaginaire. Donc le héros est un être d'exception qui, par ses exploits, laisse une trace plus ou moins immortelle. Et ce premier modèle de héros, on en parlait également hier, entre à un certain moment en tension avec l'enjeu du saint, qui, par sa vie exemplaire, édifie ses semblables et qui n'est peut-être pas, comme l'était le héros aristocratique, un homme de guerre. Entre Achille et Saint-Martin, il y a tout un monde, mais évidemment, l'enjeu, par exemple, des croisades et de la guerre sainte va reformuler la question de cette dichotomie entre guerre et paix. Donc ça, c'est un premier temps, pour aller très vite, qui enchaîne avec une autre, disons un déplacement de la transcendance, c'est-à-dire que la manière de s'exaucer, d'exceller, est liée à une communauté. Cette communauté va devenir la nation, d'où l'archétype du héros national, c'est-à-dire celui qui représente non plus seulement une caste ou même la cité, une collectivité, mais bien un peuple. On a évidemment l'exemple du Cid, figure héroïque qui porte à la fois, disons, cet idéal aristocratique, et puis cette communauté. Et on a à ce moment-là déjà une seconde tension, une deuxième tension qui s'observe. On sait que Bénichou, l'historien de la littérature, parle à ce moment-là de la démolition du héros, simplement du passage entre Corneille et Racine, c'est-à-dire des héros qui sont encore dans le plein éclat et des héros contemporains de ce Cyrano de Bergerac, auquel Edmond Rostand fait dire « il me reste mon panache », c'est-à-dire ce trait sublime, eh bien, on passe à des héros marqués par la fatalité, écrasés par un destin, et ça se passe au moment du XVIIe siècle, et je pense qu'à cet égard, Jean-Marie, tu auras des remarques sur cette métamorphose de l'héroïsme. Donc, héros national qui, évidemment, va prêter son dépassement, son sacrifice, puisque c'est sans doute une des caractéristiques du héros, à la patrie. Et lorsque le souverain n'est plus le roi, mais la nation, eh bien, c'est au nom de cette nation que le sacrifice va être exigé et va être offert. Et là, s'opère également un déplacement de l'héroïsme, c'est-à-dire que si le héros était l'homme de l'action d'éclat, eh bien, désormais, il semble que le héros est le peuple.
le peuple en armes, les soldats de l'an 2, qui sont une collectivité, comme les appelle Hugo, et ne sont plus forcément distincts, à moins, comme Joseph Barra, que ce soit des actes de sacrifice, et ces obscurs, ceux que Michel Foucault appelle les infâmes, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la fama, la renommée, qui sortent de l'ombre à la faveur de ce moment exceptionnel. Ça, c'est un moment où l'héroïsme déjà se déplace et entre en tension avec un autre modèle qui est celui du grand homme. Grand homme qui, par rapport au héros, a peut-être un certain nombre de différences que nous évoquerons sans doute, c'est-à-dire que le grand homme, lui, est l'homme d'une vie. C'est-à-dire que ses actions ne sont pas un éclat ponctuel, une sortie de l'ordinaire, un dépassement qui édifie, mais c'est toute une vie, et on peut se demander par exemple si certaines figures politiques, comme par exemple Nelson Mandela ou Gandhi, relèvent du grand homme, relèvent du héros. Toujours est-il que c'est au même moment que le peuple devient une figure de l'héroïsme, et qu'au théâtre, d'ailleurs, il entre en scène, et dans l'histoire, et c'est à ce moment-là que Hegel théorise la notion de grand homme, les grands hommes qui portent justement l'esprit d'un peuple. Je vais très vite, puisque je synthétise ce qui a été dit ces 2 dernières sessions, et de surcroît, je voudrais poser un certain nombre de concepts pour les enjeux d'aujourd'hui. On évolue, dans un 3e et dernier temps, à sans doute une diversification, une complexification peut-être du modèle de l'héroïsme. On évoquera la question de la figure de la victime, la figure de l'enjeu de la compassion, mais il est certain qu'avec la guerre industrielle s'achève une certaine histoire de l'héroïsme. C'est-à-dire qu'on ne peut plus mourir debout, on ne peut plus mourir, ou plutôt on se trompe de guerre en pensant qu'on peut aller donner sa vie dans un combat singulier et acquérir une gloire ainsi. Puisque désormais, on est fauché par des rafales de mitrailleuses, et c'est ce que montre par exemple le film de Stanley Kubrick, Les Sentiers de la Gloire, où on voit ainsi des jeunes gens se tromper de guerre et penser encore qu'on peut mener une guerre de chevaliers à l'époque du fusil mitrailleur. Et donc, le héros qui était un héros vertical, c'est ce qu'évoquait hier Régis Debray, qui était dans un rapport à la transcendance, devient le héros couché, le héros des tranchées et le héros retranché. Et est-ce encore de l'héroïsme? Et là, on a un glissement. Le refus d'affronter cette boucherie va donner, par exemple, la figure de Bardamu dans Voyage au bout de la nuit, celui qui ne veut pas en être, qui commence par dire, en voyant défiler les troupes, « je vous rejoins », et Céline écrit « j'étais vraiment con », et qui ne va avoir de cesse que de tenter de dire ce n'est pas mon affaire. Je ne veux pas rentrer dans cette histoire-là. Et on a donc une figure contraire qui se cristallise à ce moment-là. Autre manière d'éclater le concept, la Deuxième Guerre mondiale, avec la figure du résistant, où là, on a un héros qui est un héros de l'ombre, l'armée des ombres, comme le dit Melville, l'armée du crime, comme dans l'excellent film de Guédiguian, qui présente les résistants étrangers, eh bien, on a cette nouvelle figure qui sauve l'honneur d'un peuple et qui résiste à une forme d'oppression, à une forme de barbarie, mais qui, en même temps, reste dans l'ombre, à moins, comme après Malraux le fera pour Jean Moulin, d'entrer au Panthéon, et Malraux salue le roi supplicié des ombres dans son fameux éloge. Donc, on voit qu'à cette période-là, il y a une diffraction de l'héroïsme, et notre époque contemporaine, sur laquelle nous allons nous attacher particulièrement maintenant, présente sans doute un éclatement encore plus grand. C'est-à-dire que si on essaye de réfléchir aujourd'hui aux formes de héros, que reste-t-il? Nous avons parlé du héros national, du héros aristocratique, du saint, il y a le preux également, il y a le héros révolutionnaire, le survivant, le résistant, il y a la victime, il y a le rescapé. Toutes ces figures, on maille à partir avec l'héroïsme d'une manière ou d'une autre, sans même évoquer le anti-héros. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? On parle des stars, mais suffit-il d'être une vedette et d'avoir cet éclat de célébrité pour relever de l'héroïsme? On salue les héros sportifs comme des héros, justement. Qu'en est-il exactement? Alors, après ce rapide rappel, je vais maintenant passer la parole à nos invités à propos de cette question de la métamorphose de l'héroïsme. Et je vais rapidement les présenter, à supposer qu'il soit nécessaire de le faire. Vous avez de toute façon sous les yeux à la fois le programme et un rappel rapide, puisque
chacun aurait pu avoir une présentation bien plus longue, de leur champ d'intérêt et de leurs activités actuelles. Myriam Revaud-Dallon est philosophe et professeure des universités à l'École pratique des hautes études. Elle est spécialiste de philosophie morale et politique. Elle a réfléchi et beaucoup travaillé sur un certain nombre de concepts tels que le mal, le pardon, la démocratie, la terreur, sur laquelle porte sa thèse. Et pour n'évoquer que les deux livres qui ont maille à partir avec ce dont nous allons parler aujourd'hui, on peut évoquer Fragile humanité et L'homme compassionnel, qui est le dernier ouvrage. Tzvetan Todorov, qui a une œuvre multiforme, à la fois historien, à la fois philosophe, mène une recherche, disons, dans une dimension morale, si j'essaye de synthétiser vos travaux multiples, également en anthropologie, que ce soit sur la notion de l'autre, sur, après des études littéraires qui ont fait date sur le fantastique, évidemment, et déjà dans la question du fantastique, vous articuliez le je et le tu comme l'un des principes du fantastique. C'est donc ce rapport à l'autre qui, je crois, est au cœur de votre travail. Et si on devait citer deux ouvrages emblématiques, on pourrait évoquer Nous et les autres, qui précisément interroge la question de l'altérité de la communauté, et puis Face à l'extrême, qui évoque l'expérience concentrationnaire et qui pointe la question du héros. Enfin, Jean-Marc Apostolides, également auteur d'une œuvre vaste et diverse, enseigne à Stanford aux États-Unis. Il a également une pratique théâtrale très forte comme metteur en scène et dramaturge et comme romancier. Et ses travaux sur la question du rapport entre théâtre et politique ont fait date, avec deux ouvrages chez Minuit, Le Roi Machine et Le Prince Sacrifié. Et puis, il s'est particulièrement penché sur la question précisément de l'héroïsme, et dans un livre essentiel, Héroïsme et victimisation, dont nous allons sans doute parler, qui retrace une histoire de la sensibilité du XVIe siècle à nos jours. Voilà pour une brève présentation. Nous allons commencer par un petit tour de table sur la question de ces métamorphoses de l'héroïsme. Qu'en est-il? Quelles sont les différentes formes d'héroïsme? Comment les choses ont-elles évolué? Et puis, après, nous mènerons une discussion en faisant référence notamment à la question de l'héroïsme dans Philoctète, par exemple, et à la figure, disons, de ce personnage problématique qui pourra nous servir de point d'appui et à partir duquel nous pourrons extrapoler sur les enjeux contemporains. Alors, je propose de passer la parole à Myriam Revaud-Dallon pour justement examiner cette question, quelle métamorphose de l'héroïsme? Alors moi, je prendrais les choses un petit peu encore en amont, c'est-à-dire je me demanderais comment est-ce qu'on peut interpréter cette alternative fin des héros ou métamorphose de l'héroïsme, parce que je pense que ça ne nous propose pas seulement une interprétation ou une réinterprétation de l'héroïsme, de sa possibilité ou de son impossibilité aujourd'hui, mais d'une certaine façon une lecture ou une possibilité de lecture alternative sur la modernité elle-même. Donc, je crois qu'il y a deux manières d'envisager les choses selon précisément la formulation. La première, fin des héros, ça s'inscrit très explicitement dans la perspective, au fond, d'une déshéroïsation liée aux conditions de la modernité anthropologique et politique. Et là, on pourrait partir très rapide, je l'évoque très vite, de la mutation de la figure de l'homme dans la pensée morale et politique dès le XVIIe siècle, l'opposition entre une certaine conception de la singularité ou de l'exceptionnalité individuelle qui sous-tend le type héroïque. D'ailleurs, Philoctète a été appelé est un héros de la solitude, et la nouvelle figure de l'individu moderne qui émerge à la fois chez les moralistes, par exemple chez La Rochefoucauld, ou surtout qui est thématisée dans la philosophie politique de Hobbes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on peut dire que d'une certaine façon, le couple désir de gloire, mépris de la mort est remplacé, ou il laisse la place au couple amour de soi, désir de se conserver en vie, crainte de la mort. Donc on a pu parler à cet égard, par exemple chez La Rochefoucauld, d'une destitution du héros par la transformation de l'héroïsme en illusion.
Je lis par exemple chez La Rochefoucauld, c'est la maxime 504, quelques disproportions qu'il y ait entre les grands hommes et les gens du commun. On a vu 1000 fois les uns et les autres recevoir la mort d'un même visage. Alors c'est ici là un des points absolument fondamentaux, c'est qu'introduit la modernité, la figure de la modernité anthropologique et politique, c'est l'égalisation par la peur de la mort. L'égalisation par la crainte de la mort, qui est le ressort de la philosophie politique de Hobbes et qui est le point de départ de l'égalité, à la fois de l'égalité naturelle, ce que tous ont en partage, grosso modo, c'est la peur qui provient d'une égale virtualité au meurtre inscrite en chacun. C'est la description de l'état de nature chez Hobbes, et de ce postulat de l'égalité naturelle des individus, dont la racine est la peur, procède en quelque sorte une démocratisation des conditions originelles de la politique. Alors si je suis, c'est toujours cette ligne, cette première ligne, fin des héros, on peut dire que Tocqueville, en un sens, poursuivra cette analyse de la déshéroïsation liée aux conditions de la démocratie moderne, parce que non seulement cette position du héros exceptionnel est rendue très difficile du fait de l'imaginaire de l'égalité, qui fait que chacun se percevant comme le semblable de l'autre a beaucoup de difficultés à l'admirer, mais elle pose problème quant à la question de l'identification. Et je voudrais vous lire ce petit passage de la démocratie en Amérique que je trouve particulièrement actuel. Dans la démocratie, les simples citoyens voient un homme qui sort de leur rang et qui parvient en peu d'années à la richesse et à la puissance. Ce spectacle excite leur surprise et leur envie. Ils recherchent comment celui qui était hier leur égal est aujourd'hui revêtu du droit de les diriger. Attribuer son élévation à ses talents ou à ses vertus est incommode, car c'est avouer qu'eux-mêmes sont moins vertueux ou moins habiles que lui. Ils en placent donc la principale raison dans quelques-uns de ses vices, et souvent ils ont raison de le faire. Il s'opère ainsi je ne sais quel odieux mélange entre les idées de bassesse et de pouvoir, d'indignité et de succès, d'utilité et de déshonneur. Alors, si je pousse cette problématique, poussée encore à son terme, c'est la problématique de ce que Max Weber a appelé le désenchantement du monde, et qui est indissociable de la rationalité croissante du monde moderne, et qui implique une déshéroïsation nécessairement impliquée par cette nouvelle raison politique. C'est la tâche essentielle, comme le montrera très bien Michel Foucault, ce sera d'écarter la mort, puis de gérer la mortalité et enfin de servir la vie. Et Foucault avait très bien relevé le mouvement d'inversion qui, au XVIIe et au XVIIIe siècle, faisait qu'il ne s'agissait plus tellement de faire mourir ou de laisser vivre, mais de faire vivre et de laisser mourir. Ça, c'est le premier terme de l'alternative. Et très brièvement, je vais évoquer beaucoup plus vite le second, parce que, justement, je voudrais que ce soit celui-là qui soit livré à la discussion. On peut se trouver vers l'autre terme de l'alternative, c'est-à-dire métamorphose de l'héroïsme, et s'interroger, en fait, à partir du Philoctète lui-même, sur sa modernité. En particulier, moi, il y a un aspect qui m'a beaucoup frappé dans la pièce et dans la mise en scène de Schiaretti, c'est la complexité du personnage d'Ulysse. La complexité du personnage d'Ulysse, qui représente en quelque sorte une sorte de principe de réalité du politique, mais je ne pense pas que Édipe soit un anti-héros. Et si je... Ulysse. Pardon, excusez-moi. Je ne pense pas qu'Ulysse soit un anti-héros, et ça permet d'ailleurs de mobiliser la réflexion sur la figure d'Ulysse, permet aussi beaucoup de mobiliser le rapport très compliqué entre ce que Max Weber a appelé l'éthique de conviction, admettons que ce soit le personnage de Philoctète, et l'éthique de responsabilité, le personnage d'Ulysse qui est très attentif
aux conséquences et au calcul des conséquences, mais quand on est très attentif à la pièce, on voit très bien que Ulysse n'est pas indifférent ou étranger à la question de la conviction. Alors, donc je serais tentée, quant à moi, de réexaminer cette thématique de la déshéroïsation au profit de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un certain héroïsme du quotidien. Une sorte de métamorphose de l'héroïsme, c'est pas forcément... alors que la fin du héros, c'est une position, je dirais, absolument décliniste, selon moi. Parler des métamorphoses de l'héroïsme, c'est quelque chose de tout à fait différent. Et Hegel, d'ailleurs, que vous avez évoqué, aussi bizarre que cela puisse, aussi étonnant que ça puisse paraître, puisqu'on sait combien Hegel glorifiait le héros, puisque Napoléon, c'était l'âme du monde à cheval. Mais Hegel avait aussi réévalué le patriotisme comme héroïsme du quotidien. Et Hegel avait dit, en substance, l'État moderne a moins besoin de héros que de citoyens, ou plus exactement, s'il sait avoir des citoyens, alors il aura en cas de besoin des héros. Merci beaucoup, Myriam Revaud-Dallon. J'entends en effet que cette alternative engage évidemment deux regards tout à fait différents sur la définition même de l'héroïsme et qui est déjà dans une logique de retravail. Vous évoquez les deux éthiques de conviction et de responsabilité. Il est vrai que Ulysse, comme il le dit lui-même, est l'homme qu'il faut quand il faut. C'est-à-dire qu'il est celui qui accepte de changer et de ne pas être dans une logique simplement de la pérennité par rapport à son action, qui serait une caractéristique du héros et qu'on voit chez Oedipe, chez Antigone, en tout cas chez Antigone et chez un certain nombre de héros, de figures qui ne transigent pas, alors que Ulysse est dans ce rapport d'adaptation au réel permanent. Alors peut-on être un héros et un héros qui se métamorphose? Eh bien, la question, je vais la poser à Jean-Marie Apostolides, qui a justement réfléchi à cette métamorphose, ou plutôt même à cette inversion, ou à cette polarisation entre héroïsme et victimisation. Merci Gérald. Je vais vous présenter une ou deux idées très simples, très élémentaires à ce propos. Et vous voudrez bien excuser leur schématisme et les considérer simplement comme soit une incitation à votre réflexion, soit des instruments dont on peut se servir et qu'on peut raffiner. Mais je vais vous les présenter dans leur état grossier. Je pense que notre civilisation se fonde sur deux pulsions fondamentales. L'une qui nous emmène du côté de la violence, l'autre de la pitié, et qui fait que si d'un côté on a envie de tuer nos contemporains, de l'autre on est retenu puisqu'on voit en eux une image de nous-mêmes, et la pitié fait son travail de frein à la violence. Il m'a semblé, en étudiant l'histoire de notre société européenne, mais française aussi en particulier, que ces deux pulsions fondamentales s'incarnaient un petit peu dans deux traditions culturelles essentielles, l'une qui est judéo-chrétienne et qui aboutit à la pitié, et l'autre qui est plus, je dirais, barbare, non chrétienne, et qui entraîne à l'héroïsme. Ces deux fondements culturels sont en nous depuis des générations, et ils sont strictement incompatibles, ils sont en état d'opposition. Cette opposition fondamentale me paraît la source
de notre richesse culturelle et psychique. C'est parce que nous sommes construits autour d'une contradiction fondamentale qui est strictement insoluble et qu'il ne faut pas chercher à résoudre et à apaiser, mais au contraire maintenir en état de tension, que ce conflit général nous oblige à penser, à réfléchir, à créer constamment des médiations qui permettent à la fois de les maintenir en équilibre et de les mettre en opposition l'un avec l'autre. Donc, contrairement à beaucoup de pédagogues ou de parents qui visent à apaiser les conflits à l'intérieur de leurs enfants ou de leurs étudiants, moi je pense que une fois, c'est une hypothèse que je pose, une fois que ce conflit fondamental est accepté, assumé par l'être ou par une société entière, eh bien, on est capable dans la vie de résoudre tous les autres conflits qui sont secondaires, parce que ce conflit fondamental est complètement assumé. Donc j'ai une conception assez curieuse de la vie psychique et en conséquence de l'éducation. L'histoire de notre civilisation, j'ai essayé de le faire plutôt dans le livre auquel Gérald a fait allusion, au moins entre le XVIe siècle et le XXIe siècle, présente un balancement constant entre un pôle de l'héroïsme et un pôle de la victimisation en fonction des circonstances précises. Je me suis intéressé en particulier, à beaucoup de choses, mais pour résumer, à deux moments extrêmement importants où, en raison de ce que j'appelle une catastrophe, c'est-à-dire de l'effondrement de certaines structures sociales collectives, il se produit une inversion violente du pôle et la domination d'un des deux pôles sur l'autre. J'ai ainsi concentré beaucoup d'attention à la fin des guerres de religion en France, particulièrement à la Saint-Barthélemy, et aussi un thème qui ne m'est pas spécifique pour le XXe siècle, à la Shoah, à l'Holocauste. Et ces deux phénomènes, ces deux drames majeurs qui ont eu des conséquences, ont entraîné une mutation de la sensibilité. Je résume parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et je ne dis que quelques éléments de la réflexion que j'ai menée pendant plusieurs années. En tout cas, pour parler des temps modernes, des temps contemporains, je veux dire, pas modernes, il me semble que les gens de ma génération, c'est-à-dire les baby-boomers, les gens nés à la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous avons été élevés dans une culture de l'héroïsme, de la dominance de l'héroïsme. On étudiait à partir de la classe de 4e le Cid. On ne le comprenait pas comme figure héroïque, mais on nous transmettait ces valeurs-là. Mais très vite, nous avons compris qu'il y avait quelque chose de faux dans le discours de nos parents, puisque la plupart de nos parents s'étaient comportés pendant la guerre de 40 d'une façon, pour le moins, très peu héroïque. Nous les avons donc traînés dans la rue, jugés en mai 68, écartés. Ils ont quitté la scène, admettant qu'ils n'avaient fait que des mauvaises choses. Ils nous ont laissé le pouvoir, et nous avons pris le pouvoir, et nous l'avons encore aujourd'hui. Ce qui me semble très grave, parce que nous n'avons pas permis à la génération qui vient avec nous, après nous, de prendre notre place. On se croit toujours jeune, on porte toujours nos blue jeans, on a toujours le même vocabulaire 68ard que nous avions il y a 40 ou 45 ans, et donc on a figé l'histoire en un sens. Mais on est arrivé sur la scène de l'histoire en se définissant comme des victimes. On est descendu dans les rues de Paris en disant « nous sommes tous des juifs allemands ». Ce n'était pas seulement une allusion ou un support à Daniel Cohn-Bendit, c'était vraiment une identité aux victimes. Alors, après qu'il y ait eu des excès dans l'héroïsme, je pense, j'en connais beaucoup au niveau de l'histoire des excès de l'héroïsme, mais au moins celui qu'on a tous en mémoire, c'est la période nazie. C'est un excès de l'héroïsme en Allemagne. Nous sommes, je crois, aujourd'hui dans une société qui, à l'envers, est une société de l'excès de la victimisation. L'héroïsme est réprimé, incompris, mal jugé, et
Évidemment, la pitié est quelque chose de fondamental, hein, vous ne me ferez pas dire le contraire, mais je crois que la société victimaire dans laquelle nous vivons actuellement a beaucoup de conséquences positives, mais aussi négatives, et c'est un instrument de gouvernement nouveau, étonnant, mais dont on commence seulement à entrevoir les conséquences. Je n'ai pas de jugement là-dessus. Enfin, en tant que citoyen, je pense quand même que la victimisation à outrance, comme nous la vivons actuellement, devrait au moins être réfléchie. Et voilà, je m'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Donc, héros ou victime, c'est-à-dire, selon toi, une polarisation qui est constitutive et un renversement qui s'opère en fonction des moments historiques, et actuellement un triomphe d'un discours victimaire avec une sorte de renversement des valeurs. Bon, et pour parler en termes nietzschéens, les faibles auraient triomphé des forts. Tzvetan Todorov, diriez-vous que l'héroïsme est mort, ou allez-nous nous offrir un salut avec une nouvelle forme d'héroïsme contemporain? Les deux à la fois. Parlant en dernier, je vais un peu répéter des choses que vous avez entendues. Donc, je parle de l'idée du héros essentiellement épique, ancien, et particulièrement d'un de ses traits, à savoir qu'il préfère la mort avec gloire à la vie sans gloire. Achille est l'incarnation pure de cet héroïsme-là. Et ensuite, mes collègues viennent d'évoquer les différentes évolutions de ce modèle. Il est déjà transformé à l'intérieur même de l'Iliade et de l'Odyssée, puisque Ulysse ne correspond plus tout à fait à ce modèle, ni Hector d'ailleurs. Mais enfin, ce sont encore des héros. Ensuite, transformation dans la société féodale, le chevalier, et puis avec l'avènement de l'individualisme, disons, pour parler très vite, petit à petit, le héros devient Don Quichotte, c'est-à-dire quelqu'un qui est le contraire des héros qu'il connaît encore. Et d'ailleurs, significativement, à partir de ce moment, le mot prend un sens qui est celui de héros de roman. Quels sont les héros? Ce sont les héros du roman, ce sont les personnages, au fond, du roman. Mais on les appelle des héros. Au XIXe siècle, le héros, c'est Julien Sorel, c'est Madame Bovary, c'est-à-dire des personnalités nullement héroïques. Et au XXe, ce sont les clochards de Beckett. Seulement, à côté de cette évidente dégradation du modèle héroïque que tout le monde ici a déjà signalé, je dirais qu'il me semble que dans le monde contemporain, il y a, plutôt qu'un remplacement d'un modèle radicalement par un autre, la pluralisation des modèles. Je dirais que nous vivons dans un monde où certains pratiquent un type d'héroïsme et d'autres obéissent à un modèle tout à fait différent. Et je ne serai pas du tout théorique en les évoquant, mais plutôt j'essaierai d'illustrer cela par des exemples. Mais néanmoins, je vais chercher des mots pour les désigner. Alors, je dirais que le premier mot, c'est le gagneur. Ou le gagnant, si vous préférez, c'est encore une position qui est fortement appréciée dans notre monde. Non seulement parce que le héros à l'ancienne est toujours valorisé, par exemple dans les films de guerre, dans les films d'aventure, où c'est le plus fort, c'est lui qui risque sa vie, c'est lui qui a un sens fort de l'honneur, donc qui préférerait la mort dans la gloire, etc. Mais aussi parce que, et là Gérald l'a évoqué rapidement, il existe une autre catégorie de héros, les gagneurs, qui gagnent dans d'autres domaines. Ce sont ceux qui parviennent à l'emporter dans les combats politiques,
dans les compétitions économiques, dans le sport ou dans la simple course à la gloire. Car, et cela est significatif, la gloire, qui aujourd'hui se traduit par les sondages et l'audimat à la télévision, est tout aussi constitutive de cette catégorie-là. S'il n'y a pas de gloire, si on ne vend pas un nombre exceptionnel d'exemplaires de livres, si on ne gagne pas les élections, bien on n'est plus un gagneur et on est disqualifié. Cette catégorie-là, on ne la respecte pas toujours et partout, mais enfin, elle est parfaitement réelle dans notre monde, puisque tout un chacun voudrait faire, tout un chacun, façon de parler, voudrait faire une belle carrière et gagner et devenir le patron, si possible à 23 ans, du quartier le plus riche d'Europe. Pourquoi pas 22 ? Moi je dis 22, 23 c'est trop tard. Alors, la deuxième catégorie, c'est celle que Jean-Marie Apostolides a évoquée, c'est la victime. C'est un autre avatar, une autre transformation du héros. Il a dit déjà combien elle pouvait occuper une place centrale dans notre culture, mais aussi qu'elle date de fort longtemps, puisque la religion qui a dominé notre continent, la religion chrétienne, a cette caractéristique tout à fait exceptionnelle, à savoir que sa figure centrale n'est pas un gagneur, mais une victime. Elle a compris donc, il y a 2000 ans, la puissance exceptionnelle de la figure de la victime, grâce à laquelle le christianisme a triomphé pendant si longtemps, en tout cas dans de nombreuses contrées, et notamment dans notre continent. À quel moment s'est produit le renversement ? Je me suis souvent posé la question que vous avez évoquée à l'instant, et je pense qu'effectivement, tout au long de la Deuxième Guerre mondiale, et comme toujours au fond dans une situation de guerre, c'était le héros avec beaucoup de ses qualités anciennes, même s'il n'y avait plus de combat singulier et la valeur physique n'était pas valorisée, enfin n'était pas appréciée de la même façon, mais néanmoins, la guerre est par excellence un contexte dans lequel on a besoin de héros. Et la littérature de guerre, que ce soit celle des camps ou celle des partisans ou celle des affrontements vraiment armés, pullule, enfin il y a une surabondance de héros, de récits de héros. Donc c'est après que cela est venu, mais assez rapidement, assez peu de temps après. Peut-être, comme vous l'avez suggéré, parce que le modèle héroïque était en même temps fortement compromis par cette caricature ou exacerbation, hypertrophie d'héroïsme qu'était le modèle nazi. Toujours est-il que je vois des symptômes assez frappants, et je les livre à votre attention, de cette mutation. Par exemple, en Israël. En Israël, jusqu'à peu près 1960, il y a toujours un culte des héros. Par exemple, les héros de l'insurrection du ghetto de Varsovie, et un certain manque de respect pour ceux qui, comme disait le poète Abba Kovner, se sont laissés conduire comme des moutons à l'abattoir. Et puis en 1961 vient le procès Eichmann. Et ce procès renverse
fondamentalement l'humeur dominante dans le pays, puisque ce sont les victimes qui maintenant viennent raconter leurs souffrances, et ce sont elles qui deviennent les figures les plus importantes du récit contemporain. D'autant plus accablante pour le malfaiteur que l'on juge qu'elles n'ont rien fait. Elles n'ont nullement mérité le sort qui a été le leur. Une mutation comparable s'est produite en France dans les organisations des anciens déportés. Jusqu'à peu près 1960, tous les honneurs vont aux anciens déportés politiques, les résistants, puisque eux, ils ont combattu courageusement et qu'ils ont vraiment fait quelque chose contre l'occupant, mais haï et méprisé. Et puis, dans le courant des années 60, peut-être les années 70, à partir des années 70, on peut corriger, il y a une mutation là aussi, et pour nous, maintenant, la figure exemplaire du déporté devient le déporté racial, et non plus le déporté politique. Et nous le plaignons davantage parce qu'il a été puni pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il a fait. Donc vous voyez, c'est le même critère qui se trouve évoqué dans les deux cas, sauf que dans un premier temps, on valorisait celui qui avait fait par opposition à celui qui, non pas n'avait rien fait, mais enfin qui n'avait pas été déporté pour cause de ses actes, alors que les choses s'inversent ensuite. Et un dernier exemple lié à cela, c'est Hiroshima. Pour nous, maintenant, Hiroshima est devenu l'incarnation de la victime innocente. 200 000 personnes exterminées d'un coup par l'explosion de la bombe atomique. Du coup, nous oublions un peu le fait qu'il s'agissait là, avant tout, d'un acte héroïque qui était de gagner la guerre contre un ennemi haïssable, le militarisme japonais, comme on disait à l'époque, qui était responsable, lui, de l'extermination de non moins de centaines de milliers d'êtres humains, que ce soit en Chine ou dans d'autres parties de l'Asie. Il y a quelques années, le Smithsonian Institute à Washington avait voulu faire organiser une exposition qui surmonte la rancune ancienne déjà entre Japonais et Américains. Il est temps de tourner la page, disait-on, et on va faire une exposition commune dans laquelle on va à la fois glorifier les héros et plaindre les victimes. La chose s'est avérée impossible. On devait exposer d'une part l'avion Enola Gay qui a lâché la bombe au-dessus de Hiroshima. Mais on avait demandé en même temps au musée d'Hiroshima d'envoyer un objet. Parce qu'il y a un musée, comme vous le savez, et dans ce musée, on trouve des objets qui marquent d'une manière ou d'une autre l'événement, l'explosion. Le musée a envoyé la lunchbox, comme on dit en anglais, enfin la petite boîte dans laquelle une élève avait amené son déjeuner. Ce déjeuner a été carbonisé, cristallisé par l'explosion, vitrifié en quelque sorte. Et donc aujourd'hui, il est là, c'est tout ce qui reste de cette jeune fille. Mais on a pu identifier qui elle était, qui elle avait été avant de disparaître. Lorsqu'on a mis ces deux objets côte à côte, la présence de la petite boîte était tellement forte que les organisations patriotiques américaines ont déclaré que si on ne l'enlevait pas, elles retiraient l'avion. Et comme les organisateurs de l'exposition n'ont pas voulu enlever la boîte,
l'exposition a été annulée. Elle n'a pas eu lieu. Les victimes l'ont emporté sur les héros. Je voudrais maintenant ajouter, je sais que je parle un peu plus longuement qu'il ne faut, Il nous reste 22 secondes. 22 secondes. Je vais me presser, j'ai une horloge devant moi. Je voudrais ajouter une troisième figure qu'on n'a pas mentionnée là, sauf en passant, en parlant des héros du quotidien. Parce que, effectivement, moi j'ai été attiré vers cette problématique dans le contexte des camps de concentration, dans ce livre Face à l'extrême, et j'avais été frappé par le fait que les actes admirables dont on parlait là, certains correspondaient au modèle héroïque tel qu'on le connaît depuis toujours, mais d'autres non, et pourtant ils étaient admirables. Notamment Marek Edelman, qui vient de s'éteindre il y a quelques jours, dans son livre d'entretien avec Hannah Krall, avait beaucoup insisté sur le fait que ce qui l'impressionnait le plus, ce n'était pas ce que lui, il avait fait, il était donc un combattant contre les Allemands au moment de l'insurrection du ghetto, ce n'était pas ce qu'avait fait Anielewicz, le chef de l'insurrection, c'était des petits anonymes qui s'étaient sacrifiés au dernier moment pour que leur fille, leur mère, leur père, leurs frères survivent un peu plus longtemps ou simplement soient accompagnés par une présence humaine lorsqu'il était envoyé à Treblinka. Cette existence de vertus quotidiennes, d'actes héroïques d'une part, mais qui ne ressemblent pas du tout aux actes héroïques de l'autre, m'amène à penser qu'il y a aussi une troisième catégorie, donc à côté des gagneurs et des victimes, toujours des avatars des anciens héros. Cette troisième catégorie, je n'ai pas de nom parfait pour cela, disons, appelons-les les secouristes. Ce sont ceux qui portent de l'aide aux autres, ceux qui se soucient du bien-être des autres. Ici, la valeur suprême n'est plus le moi, comme dans l'héroïsme classique, c'est autrui. C'est, en somme, selon ce principe décrit par les philosophes de la moralité, lorsqu'on donne priorité à l'autre sur soi. Ils ne se battent pas, ils ne tuent pas, car ils n'ont pas du tout ce culte de la mort qu'avait Achille d'une certaine façon, puisqu'il préférait la gloire avec la mort à la vie sans gloire. Ils aiment la vie, et plutôt que de se sacrifier, ils prennent des risques calculés pour essayer d'aider les autres. Ce n'est plus une morale du sacrifice, c'est une morale du risque, je dirais. Ce sont aussi souvent des actes répétitifs, quotidiens, qu'il faut reprendre jour après jour pour aider à la survie des autres. Et peut-être pour cette raison, leurs acteurs sont majoritairement, ou en tout cas très souvent, des femmes, alors que les héros classiques sont paradigmatiquement des hommes, même si, bien sûr, il y a aussi des figures féminines héroïques. Svetlane, merci. Je m'arrête ici. Donc, je vous offre cette troisième figure de l'héroïsme contemporain. En pâture. Qui, je dois dire, attire ma sympathie. Je n'en suis pas tellement étonné. Il est certain que dans la définition même du héros entre la question du rapport à la mort. Et que vous l'évoquiez tout à l'heure, Myriam Revaud-Dallon, sans doute dans le changement du rapport à la mort, peut-on trouver l'une des clés de la métamorphose de l'héroïsme. Vous évoquiez l'histoire de la sexualité, la partie donc droit de mort et pouvoir sur la vie, où effectivement on voit qu'il y a un changement et la possibilité, l'acceptation de la mort est passée à
un désir de préserver la vie. Aussi n'est-il pas étonnant, Tzvetan Todorov, de constater qu'on passe d'une logique du sacrifice à une logique de survie. Et c'est ce qui me semble extrêmement intéressant, puisque dans les différentes catégories qui ont été évoquées, et ça rejoint d'ailleurs ce qui a été dit sur la question de la victimisation, si on considère que l'héroïsme est une logique du dépassement, et en particulier du dépassement de soi, ça veut dire qu'à travers tout héros, c'est des choses qu'on a dites d'ailleurs avec Jean Bollack samedi, résonne un nous. Le héros n'est pas un brigand ou un aventurier simplement qui va accomplir des actes extraordinaires pour son seul profit. En lui s'exprime, ou plutôt en lui, disons, est portée une communauté. Et ces actes sont faits au nom d'une communauté. En tout cas, notamment le héros classique n'est glorieux que par cela. Il n'est pas glorieux simplement par le meurtre. Et il me semble que dans les deux premières catégories que vous pointez, le gagneur par exemple, on aurait du mal à le considérer comme un héros, puisque le gagneur par définition n'agit que pour lui. Il n'agit pas dans la logique qui est la logique d'une collectivité. Il agit pour réussir. On a parlé des battants, et il n'est pas non plus dans une logique du sacrifice qui pourrait être celle du héros, c'est-à-dire qui accepte d'offrir sa vie pour une cause. Puisque dans la logique du gagnant, perdre, c'est perdre. Dans la logique du héros, on peut perdre pour gagner. C'est ce qui était rappelé hier. Je perds maintenant, mais je gagne la gloire. Et si on pense par exemple, et ça me fait penser à la fin de La condition humaine de Malraux, où il y a un geste absolument héroïque du personnage principal Kyo, c'est-à-dire qu'il y a une capsule de cyanure, deux personnages vont être jetés dans une fournaise, dans un four, vont être tués, et il a une seule capsule de cyanure, il prétend qu'il en a deux, et il donne la sienne à son ami. Donc on a un geste qui est un geste typiquement héroïque d'abnégation et de dépassement, mais le romancier nous montre ce personnage comme une figure héroïque qui la constitue, puisque l'écriture même du romancier va laisser cette trace-là. Il a perdu parce qu'il va souffrir, mais il a gagné, disons, une sorte de dette morale et une sorte de trace. Donc, je me demande si ce modèle du gagnant peut vraiment être considéré comme une forme héroïque, et si on n'en trouve pas, parmi tous les flibustiers de l'histoire, déjà, l'origine est-elle tellement neuve? La deuxième figure que vous évoquez, celle de la victime, et ça rejoint ce que tu disais, Jean-Marie, et je pense que sur la notion de la compassion, on va être amené à en parler avec Myriam Revaud-Dallon. Il est certain qu'il y a aussi une logique de créance avec le statut de victime. Et vous écrivez de Tzvetan Todorov dans Les abus de la mémoire. Ce qui est surprenant, c'est le besoin éprouvé par d'autres individus de se reconnaître dans le rôle des victimes passées et de vouloir l'assumer dans le présent. Qu'y aurait-il d'agréable dans le fait d'être victime? Rien, assurément. Mais si personne ne veut être une victime, tous en revanche veulent l'avoir été sans plus l'être. Ils aspirent au statut de victime. Avoir été victime vous donne des droits de vous plaindre, de protester et de réclamer. Autrement dit, là, si le héros est quelqu'un qui est dans une logique aristocratique, c'est surtout quelqu'un qui fait, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui accomplit des exploits. Or, la victime, par définition, a été frappée par ce qu'elle est. Donc ma question, c'est peut-on considérer qu'il y a un héroïsme de la victime? Est-ce que ça n'est pas antinomique totalement, puisque c'est une notion d'être et non pas une notion d'action? Et ça me semble quand même vraiment fondamental, notamment Philoctète, par exemple, si je prends ce cas-là, est un être solitaire, mais il veut être solitaire jusqu'au bout. Il a commencé par la subir, mais comme toujours chez Sophocle, il transforme une infamie en destin. C'est-à-dire que je suis pourri, maudit, abandonné, eh bien, je vais faire de cette tâche mon identité et je vais transformer en affirmation. Donc il y a bien une volonté, un acte. Or, par définition, ce n'est pas le cas de la victime. Et la victime, ou alors elle devient une victime héroïque, et c'est ce que vous avez appelé l'héroïsme du quotidien, c'est-à-dire que l'enjeu de la survie et ce type de geste fait qu'elle va tenter de résister. Bon, mais tout ça pour dire que je me demande si on n'a pas perdu l'héroïsme en route. Avec ces différentes variations. Évidemment, la notion d'héroïsme du quotidien, je la trouve extrêmement intéressante dans le cas de ce que vous appelez les secouristes. Mais, par exemple, si on prend les cas des camps de concentration, peut-on parler d'héroïsme du quotidien quand ce quotidien n'a rien de quotidien? Enfin, il est quotidien dans la mesure où c'est de l'ordinaire d'une situation extraordinaire.
Donc, Face à l'extrême. face à l'extrême, absolument, comme vous le dites. Donc, mais je crois que c'est ce cas-là, et cette question du rapport à la mort, et cette question du rapport au sacrifice et du dépassement de soi, mais pour les autres, qu'on peut essayer d'examiner avec cet enjeu, par exemple, de la compassion et du lien entre victime et héros. Myriam Revaud-Dallon. Oui, moi je voulais revenir justement sur cette bipolarité entre la... Prenez juste le micro si vous voulez bien. Merci. Comme ça, entre la victime et le héros. Vous avez dit très justement que ce sont d'une certaine façon deux figures incompatibles ou qu'elles ont été incompatibles pendant un certain temps. Mais ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que pendant très très longtemps, jusqu'à une époque extrêmement récente, la figure de la victime, elle a été hors politique. Hors politique dans la mesure où, précisément, la pitié, c'était une vertu chrétienne, il y avait une puissance de la figure de la victime, mais pas du tout dans le registre de l'organisation politique, à tel point même qu'un certain nombre de grands penseurs, par exemple Saint-Augustin a écrit La Cité de Dieu, pour répondre à l'accusation selon laquelle les vertus chrétiennes affaiblissaient l'héroïsme civique et affaiblissait les vertus de la cité. Machiavel a repris exactement le même leitmotiv en disant que la pitié, la puissance de la figure de la victime était précisément quelque chose qui s'opposait à la nécessité de l'organisation politique et à la vertu politique. Moi, je crois que ce qui se passe maintenant, c'est quelque chose qui est un petit peu différent, c'est-à-dire c'est l'insertion de la figure de la victime dans la logique, entre guillemets, politique ou pseudo-politique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai éprouvé la nécessité de remonter d'une certaine façon aux racines de la modernité et à cette logique de la reconnaissance du semblable. Tocqueville cite à un moment une lettre tout à fait extraordinaire de Madame de Sévigné à sa fille, Madame de Grignan. Et Madame de Sévigné raconte à Madame de Grignan, d'une façon extrêmement enjouée, comment elle a assisté au châtiment extrêmement sévère qui avait été donné à des manants qui s'étaient révoltés contre je ne sais quel impôt, la gabelle. On les a roués en public. Et Madame de Sévigné raconte ça sur un ton extrêmement badin et Madame en lui disant comme c'était amusant. Bon. Et Tocqueville commente immédiatement après cette lettre en disant Madame de Sévigné était une très bonne personne, ce n'était pas une femme impitoyable ni dénuée de compassion, mais elle n'avait pas l'idée de ce que c'était que de souffrir quand on n'était pas gentilhomme. Bon. Ce qui veut dire que pour que la pitié puisse se développer de cette façon, dans une logique plus ou moins, je dirais, universalisable, il faut d'une certaine façon que l'on puisse reconnaître en n'importe quel autre homme son semblable, ce qui n'était pas le cas, par exemple, quand on pouvait confronter l'héroïsme aristocratique avec la pitié chrétienne. Or, ce qui se passe maintenant, et c'est lié effectivement aux conditions de possibilité de la démocratie moderne, c'est que on peut parler, par exemple, de ce qui est une aberration, de politique compassionnelle, entre guillemets, ou de démocratie compassionnelle, comme si la pitié était devenue un ressort de l'organisation politique. Et c'est seulement au prix de cette confusion que l'on peut parler des héros victimaires. C'est au prix de cette confusion qu'on peut comprendre que, par exemple, le 14 juillet qui a suivi l'élection du président Sarkozy, c'est le jour de la fête nationale, le président Sarkozy a érigé en héros un petit garçon paralytique, paralysé dans une chaise roulante. Donc, à la figure, je veux dire, moi, je suis amenée à confronter la confusion, si vous voulez, des registres qui est liée pas simplement à une sorte de balancement permanent entre la figure de la victime et la figure du héros, ou entre la violence et la pitié, mais à l'insertion de la pitié ou de la compassion comme reconnaissance du semblable en mode de gouvernement politique. Donc, du bon usage de la pitié, ou plutôt de son mauvais usage et de sa confusion.
C'est-à-dire le passage en quelque sorte complètement de l'extrapolation de la compassion comme socle anthropologique, moteur de la reconnaissance du semblable, c'est-à-dire être, par exemple, si vous voulez, quand on parle du procès Eichmann, Eichmann était aussi quelqu'un de totalement insensible, incapable de se mettre à la place d'autrui, donc incapable de compassion au sens étymologique du terme. Compassion, ça veut dire éprouver avec. Bon. Donc c'est une logique de l'éprouver avec. Donc, mais il y a un monde entre ce socle anthropologique de la compassion et une politique compassionnelle qui en vient effectivement à opérer des confusions. Et c'est vrai que le héros victimaire ou la victime héroïque, à l'époque contemporaine, ça devient une véritable aberration. Au point que, comme je le disais, la victime, d'une certaine manière, a mangé le héros. En route, peut-être. Enfin, mais la confusion des registres. La confusion des registres. Voilà, on comprend pas. Donc la question qui se pose, Jean-Marie, c'est est-ce que tu considérerais qu'il n'y a plus que de la victimisation? Est-ce que tu considères que les conditions, puisque toi tu raisonnes en termes de balancement historique et de polarisation entre héroïsme et victimisation, quelles seraient pour toi les conditions d'un retour de l'héroïsme? Quelles sont ses traces éventuelles? Et dans ce que tu as entendu notamment, qu'est-ce que tu aimerais reprendre ou répondre? Je vais aller vite parce que j'avais compris que assez vite, assez tôt, on dialoguait ou on laissait la parole Non, pas exactement. On va d'abord discuter. Et justement, mais je te remercie pour cette transition, ce qu'on va surtout faire, c'est que Pauline, qui se trouve ici près de la caméra et qui vous fait coucou, va vous faire passer des papiers où vous pouvez écrire des questions. Donc surtout, n'hésitez pas à noter des questions que vous auriez envie de poser, soit à tout le monde, soit à une personne en particulier. Et on va grouper les questions et on y répondra ensemble afin de pouvoir avoir une discussion. Moi, donc n'hésitez pas à faire signe. Gérald, tu me connais, je suis bête et discipliné, donc je ferai ce que tu me demanderas. Cette soumission est héroïque de ta part. Grosso modo, je suis tout à fait d'accord avec ce que Myriam Revaud-Dallon vient de présenter. Donc, je ne vais pas commenter. À la rigueur, je peux ajouter une ou deux anecdotes historiques que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent, qui viennent des mémoires de Casanova. Il y a des scènes dans ce que décrit Casanova qui sont atroces. Il y a entre autres une scène à la cour de Sicile, je crois, où on demande à un infirme ou à deux infirmes de se mettre entièrement nus devant la cour et on les fait sauter dans une couverture et ils en ressentent une humiliation. Et dans notre sensibilité contemporaine, c'est absolument insoutenable. D'un côté, Casanova est une figure plutôt admirable du XVIIIe siècle, mais de l'autre côté, il y a une limite où on ne comprend pas. Il décrit aussi dans une autre scène l'écartèlement de Damiens, vous savez, l'homme qui a donné un coup de canif à Louis XV, et il regarde l'écartèlement de Damiens à partir d'une fenêtre, et en même temps qu'on est en train de couper en morceaux cet homme, eh bien, Casanova lève la jupe de la jeune femme qui est devant lui et est en train de se satisfaire sexuellement tout en regardant le meurtre ou l'exécution publique sauvage de cet homme-là. Et ça indique qu'au niveau de la sensibilité, ce conflit entre héroïsme entre héroïsme et victimisation, il est inscrit dans notre sensibilité. Il y a un moment où on sent plus, où ces gens-là nous semblent des étrangers. Alors, je vais répondre maintenant très vite et très brièvement à Gérald. D'où m'est venue, moi, l'idée de héroïsme et victimisation? Simplement le fait que je vis aux États-Unis, que je suis américain et que l'excès de victimisation a d'abord commencé aux États-Unis. Pendant 20 ans ou 25 ans, on a eu toute une structure sensible, intellectuelle, politique autour de la notion de victimisation. Et j'ai pensé que c'était, je le dis en termes pas du tout négatifs, mais une sensibilité qui allait se transmettre en Europe. Et effectivement, elle s'est transmise en Europe à une grande vitesse. Et
aujourd'hui, elle domine. Or, ce qui se passe curieusement, c'est qu'on assiste aujourd'hui aux États-Unis à la fois à un retour des figures de l'héroïsme. Il y a beaucoup d'émissions de télévision, par exemple, consacrées à l'héroïsme américain pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui a été un vrai héroïsme. Je n'oublie pas que c'est les Américains et les Canadiens et les Anglais qui c'est pas pour minimiser l'importance de la résistance en France, mais au point de vue stratégie, c'est quand même par les Américains, les Canadiens et les Anglais qu'on a été libérés des nazis. Alors, ce retour de la mémoire héroïque est parallèle à une transformation de la vie quotidienne aux États-Unis, et en ce moment, on retourne à une période beaucoup plus saine où héroïsme et victimisation se contrebalancent, c'est-à-dire on n'oublie pas les bénéfices de la victimisation, puisque le processus de victimisation permet, du moins à mon avis, l'agrandissement de la démocratie. Et est lié à la démocratie, et tout le monde l'a dit ici, l'héroïsme est lié à l'aristocratie, dans ce que ça peut avoir de fascinant, mais aussi d'atroce et d'insupportable. Alors, je crois qu'aujourd'hui, et peut-être dans l'élection du président Obama ne fera qu'augmenter cet aspect-là, il me semble, au moins aux États-Unis, qu'on est dans une période où l'héroïsme et la victimisation actuellement se contrebalancent l'un l'autre et reviennent à cet équilibre dont j'ai parlé et qui, pour moi, me paraît souhaitable dans la civilisation, alors que ce que je peux observer de la France quand j'y vais plusieurs fois par an, la France me paraît encore totalement baignée dans la victimisation et ne voit pas encore la porte de sortie. Mais c'est des mouvements qui se sont faits relativement rapidement. La victimisation a dominé aux États-Unis pendant 30 ans à peu près, pas plus. C'est très court dans des mouvements de civilisation aussi importants. Ce que nous définissons ici comme victimisation ou compassion implique, et vous l'avez dit, Myriam Revaud-Dallon, une relation d'identification, finalement. C'est une identification à l'autre qu'on reconnaît comme son semblable, et en qui on peut se projeter. Et évidemment, c'est ce que la victime, lorsqu'elle exige les droits que vous évoquez, sollicite, c'est-à-dire qu'on s'identifie à elle et qu'on souffre avec. Et je pense que c'est en cela aussi que tu parlais de logique démocratique, alors qu'il semblerait que dans l'héroïsme, on soit exactement dans l'inverse, c'est-à-dire dans un dépassement, et donc dans une logique de supériorité et d'exaucement de l'individu par rapport à un groupe. Alors, c'est ça qui est en discussion, et je pense que Tsvetan Todorov, vous aviez sûrement des choses sur cette question de la victime et du rapport entre victime et héros, et notamment cette catégorie salutaire du secouriste. Merci. Oui, je voudrais compléter un peu ce que j'ai dit en vitesse tout à l'heure, et toujours en vitesse, parce que vos questions sont effectivement appropriées. Il est clair que lorsque nous mettons côte à côte le héros, la victime, et puis d'autres avatars, tels que par exemple les gagneurs, etc., ce n'est plus directement des transformations du héros, mais c'est un peu les rôles qui se trouvent remplacer le héros dans l'imaginaire collectif. Donc, vous avez raison, on aurait là besoin, en somme, de deux termes. L'un qui engloberait tout cela, c'est les héros, un peu comme on dit les héros du roman, mais qui n'auraient pas les qualifications héroïques particulières. Mais enfin, disons que ceci est une question un peu lexicale, ce n'est pas essentiel. Mais vous avez raison d'insister là-dessus. C'est clair que la victime, ce n'est pas le héros, bien sûr, mais elle occupe en quelque sorte la place dominante dans l'imaginaire collectif. Et en ce sens, évince le héros. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec une formule, et c'est peut-être un sujet de discussion. Je ne suis pas sûr que le héros, à l'ancienne, pense toujours à son sacrifice en termes d'un nous, qu'il se sacrifie pour les autres. Il me semble que le héros antique, épique, se sacrifie au nom de la recherche de gloire pour atteindre sa propre excellence. Il n'y a aucun souci des Achéens dans le sacrifice d'Achille. Ce n'est pas pour
que... Achille ne se sacrifie pas. Achille est tué par... Oui, il est tué, mais vous vous souvenez, n'est-ce pas, du dilemme qu'on lui offre Ah oui. de vivre brièvement, mais avec gloire, etc. Oui, ou longuement, mais sans Oui. gloire. Tout à fait. Donc, cette sorte de choix de la voie héroïque n'est pas lié au fait qu'il va aider les autres ou non, mais au fait qu'il va parfaire Comme les autres. de manière maximale cette vertu héroïque qui est en lui, qu'il va être le plus puissant, le plus courageux, le plus victorieux dans tous les combats. Mais Achille n'a pas une conscience collective. À sa façon, c'est un individualiste. Et je dirais que dans le présent, on retrouve des formes modernes de cette figure. Ce sont justement les gagneurs qui, au fond, pour qui ne compte que l'excellence personnelle. Donc, rapport certain avec l'héroïsme, même si la formulation est aujourd'hui différente. Mais ce que je voudrais surtout dire, c'est que je ne suis pas tout à fait satisfait si nous divisons le champ uniquement en héros et victimes. Il me semble qu'il est important d'ajouter une troisième dimension ou un troisième terme qui est en quelque sorte en perpendiculaire par rapport à l'axe héroïsme, héros-victime, parce que le héros et la victime sont évidemment des deux côtés de l'acte, l'un le subit, l'autre l'accomplit. Or, celui que j'appelais le secouriste un peu en plaisantant, ou le héros quotidien, ou peu importe comment on le désigne, il vise vraiment à autre chose. Et je dirais que peut-être une façon d'identifier la différence, c'est de s'interroger sur le destinataire de son acte. Si le destinataire, c'est une abstraction telle que la patrie, l'humanité, la gloire, la chevalerie, etc., c'est un certain type d'accomplissement. Un deuxième type, c'est un peu celui du sacrifice pour des êtres humains, mais des êtres humains pris dans la masse, impersonnelle. Enfin, le troisième, le plus étroit, c'est celui d'un individu qui se sacrifie pour un autre individu, souvent qu'il connaît de nom, ou même c'est un proche, c'est un frère qui se sacrifie pour son frère, ou un peu comme dans l'exemple de Malraux que vous donniez, celui qui se sacrifie pour son camarade, ou celui qui partage son pain en deux et donne la moitié à son proche. Mais dans chaque cas, et cela est essentiel, il y a un être humain individuel et non pas une abstraction. Il me semble que ces héros du quotidien sont des héros qui se sacrifient en vue d'un individu. Enfin, se sacrifient n'est même pas le terme précis, sont prêts à se sacrifier, se dévouent, agissent en sa faveur. Et je finis, je voudrais évoquer ici une figure exemplaire, car elle couvre les trois groupes de rôles que nous venons d'évoquer. C'est la figure d'une grande Française qui est une des figures exemplaires du XXe siècle. Je pense à Germaine Tillon. Germaine Tillon était d'abord, non pas dans sa vie, mais dans son action publique, était d'abord une héroïne, car elle s'est engagée dans la résistance le 19 juin 1940 et que pendant 2 ans, elle a fait tous les actes héroïques qui sont appropriés à la tradition de ce nom. Ensuite, elle est arrêtée et déportée, elle se transforme en victime. Lorsqu'elle rentre en France, elle peut donc adopter l'un ou l'autre rôle qui, tous les deux, sont des rôles
d'une certaine façon, respecté, avantageux dans la France d'après-guerre. Mais en 1954, elle s'engage dans une troisième voie, qui n'est ni celle de l'héroïsme traditionnel pour la patrie, pour quel que soit le destinataire, ni de la victime. Elle n'est pas une victime de ce nouveau conflit. Elle décide d'essayer de sauver le maximum de vies humaines, que ce soit celle d'Algériens ou celle de Français, en cherchant à empêcher les attentats et à empêcher la torture et les exécutions capitales. Et en quoi est-ce différent de l'héroïsme? Eh bien, elle ne risque nullement sa vie. À aucun moment, elle ne sera tuée. Elle n'est pas en train de tirer sur quelqu'un. Tout ce qu'elle fait, c'est essayer de sauver des individus. C'est pour cette raison que les sauveteurs du temps de la Deuxième Guerre mondiale sont déjà une telle catégorie. Mais remarquez à quel point nous chérissons les héros à l'ancienne et non pas les héros modernes. Et pour me tourner vers ma voisine, il n'y a pas d'avenue André et Magda Trocmé dans la plupart des villes françaises, alors qu'il y a l'avenue du général Leclerc, l'avenue du général de Gaulle, l'avenue du maréchal Juin et tout ce que vous voulez à côté. Eh bien, sur ce tour touristique, Myriam Revaud-Dallon, vous avez sûrement des commentaires. Oui, je voudrais juste, je voudrais faire ajouter faire une remarque sur la façon dont peut-être nous schématisons aussi la figure du héros épique ou la figure du héros tragique. Même Achille, qui emblématise justement le choix, le risque de la mort, le choix de la vie brève et glorieuse, Homère, il y a un très bel épisode dans l'Iliade où Homère montre que Achille est sensible à la pitié, qu'il montre de la compassion, qu'il reçoit Priam, le père d'Hector, et qu'il est ému par la requête, alors que Achille a traîné le corps d'Hector autour des murailles de Troie derrière son char, et Achille, le glorieux, est lui aussi sensible à l'humanité, et donc il reçoit Priam, même à la limite, il est ému, il pleure lui-même avec Priam. Il y a une autre figure, vous avez évoqué la figure d'Hector, qui est une figure beaucoup plus complexe. Déjà, on introduit la complexité dans la figure d'Achille. C'est-à-dire que moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il semblerait que, par exemple, dans les poèmes homériques, dans l'Iliade et dans l'Odyssée, le poète est déjà une vue beaucoup plus complexe, beaucoup plus humaine que celle que nous projetons pour construire cette figure d'une humanité, d'un héros surhumain. Oui. Et alors il y a quelque chose, parce que moi j'aime beaucoup la figure d'Ulysse, parce que je trouve une figure extrêmement moderne. Vous ne faites pas de la philosophie politique pour rien. Oui, absolument. Mais, Ulysse étant un politique. Ulysse est celui qui est... Bien sûr, je fais pas... Et en fait, l'humanité d'Ulysse... par exemple, dans le Philoptèque, moi j'ai été extrêmement frappée par le fait, je pense que c'est aussi la mise en scène de Schiaretti qui le met en vrai, Ulysse n'est pas du tout décrit comme un salaud. C'est pas un salaud, il n'apparaît pas comme un salaud. C'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il n'est pas non plus un politique cynique, puisque même à certains moments, il est aussi en proie au débat intérieur. Et on le voit très bien. C'est ça qui m'a fait penser d'ailleurs justement au dilemme de l'éthique de conviction et de l'éthique de responsabilité, c'est-à-dire que celui qui est obligé de prendre des décisions comme celle que prend Ulysse, qui est un politique, c'est bien comme ça que... Il n'est pas non plus insensible à... D'abord, il est aussi travaillé par des conflits intérieurs, et il n'est pas non plus insensible à ce qu'aurait un souci de pure moralité. Donc je trouve que et surtout dans la tragédie grecque, les choses sont quand même infiniment plus compliquées, vues par les tragiques et par les poètes épiques. Puis le deuxième exemple, je voudrais aller dans le sens de Svétal. Moi, il y a une figure qui, pour moi, est une grande figure d'héroïsme du quotidien, exemplaire, c'est la figure du dissident.
Je pense que... Alors, ça me gêne beaucoup de l'appeler le secouriste. Mais la figure par exemple, la figure de Patochka ou la figure du dissident, de ces gens qui, au fond, ont aussi beaucoup... Et alors, est-ce qu'il luttait pour une abstraction ou pour les autres? Moi, je crois que c'était pour les deux à la fois. Ça rejoint la figure du résistant, la figure du Oui, dissident. mais la figure du dissident, souvent la figure du dissident dans les pays totalitaires, c'est pas une figure violente. Une figure de non-violence. Qui dit que tout héros est violent? Ah oui, non, bien sûr, mais c'est intéressant. Sinon, oui. Parce qu'on a beaucoup parlé du rapport à la mort. Pardon, on a beaucoup parlé du rapport à la mort comme si... Alors, justement, sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que la complexité du héros, et on voit bien que c'est l'un des enjeux contemporains majeurs, c'est cette diversification du modèle, peut-être sa substitution, et j'ai trouvé très intéressant cette idée de place que vous évoquez, c'est-à-dire, en fait, comme s'il fallait une forme de référent symbolique, en quelque sorte, et que, en fonction de l'époque, ce que tu appellerais la sensibilité, Jean-Marie, de l'époque, eh bien, cette place est occupée par une chose ou par une autre. Et donc, c'est la fonction sociale, en quelque sorte, fonction imaginaire, qui est prise par un modèle ou un autre. Et donc, on aurait, avec éventuellement même des contradictions. Et vous dites très justement, Myriam Revaud-Dallon, que les héros déjà tragiques sont eux-mêmes complexes, ça, bien sûr, et sont eux-mêmes des pluralités de sens. Effectivement, Ulysse, ou le héros de la ruse pragmatique et de la raison d'État, mais Hector, qui est un héros extrêmement humain. Donc, il est vrai qu'il y a cette complexité-là. Et là, il y a de très nombreuses questions assez passionnantes que je vais regrouper. Et une qui, à mon avis, on peut commencer par là, surtout que nous sommes rue Saint-Guillaume, qui porte sur Obama. Il y a deux questions sur Obama, c'est-à-dire sur, justement, ce que pourrait être cette figure. Je les lis. Ne vous arrive-t-il pas de vous demander si Obama ne s'inscrit pas lui-même dans une trajectoire qui pourrait le faire passer du statut de héros à celui de victime? Ça, c'est plutôt pour toi, Jean-Marie. Et n'est-on pas en train de se fabriquer un nouvel héros en la personne d'Obama? Jean-Marie, tu es américain, ton devoir patriote t'appelle. Je ne sais pas si j'ai le droit de parler au nom du président, donc je ferai une réponse simplement subjective. Il est certain que actuellement le président Obama est la cible d'un certain nombre de critiques, particulièrement venant des républicains, mais selon les sondages, la majorité des gens sont en sa faveur. Si je le comprends bien, je ne le connais pas personnellement, mais j'ai quand même écouté toute sa campagne électorale. J'ai voté pour lui, vous m'excuserez de le dire. Je crois que non, il reste dans une ligne qui est post-victimaire et qu'il va continuer dans cette ligne qu'on peut appeler héroïque, mais qui correspond au temps, même si lui-même n'avait pas été élu, ça aurait été la même chose. Même si ça avait été McCain qui avait été élu, ça aurait été la même chose, sauf que Obama amène une touche spéciale. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de faire un héros de Obama? Mais la réponse est oui. Bien sûr, on est en train de faire un héros de Obama. Plutôt que d'essayer de vous faire une réponse intelligente, je vais essayer de vous faire une réponse sensible, et elle ne sera peut-être pas intelligente. On a besoin de héros. C'est naïf ce que je dis, mais ceux d'entre vous qui ont vécu cette nuit d'élection, personnellement, je ne suis pas très naïf, je ne mets pas sur un piédestal certains hommes politiques, même le héros de 23 ans auquel Svetan a fait tout à l'heure allusion, le prince Jean et ses grands succès. Mais non, mais sérieusement, Jean Sarkozy, c'est ça? Oui, oui. Je vais faire une réponse là sérieuse et pas une blague. Je crois que pour la transmission de l'éducation, qui est une de mes obsessions, puisque je suis à la fois enseignant et père, il est important d'avoir des héros. Oui, on est en train de faire de Obama un héros, mais pas un héros supérieur, un héros pour les temps d'aujourd'hui. Mais c'est sans doute une nécessité, et quelque part chez lui, c'est une augmentation de sa personnalité, c'est une espèce de corps symbolique, de même que dans l'Ancien Régime, en France, le roi avait un corps symbolique et un corps réel, mais c'est une nécessité pour penser des blessures collectives.
Je voudrais vous dire, et j'espère ne pas le dire sur un ton sentimental, mais le soir des élections, quand certains États, je pense par exemple à la Virginie, est passé du côté démocratique, alors que c'est eux qui avaient en main les enjeux de l'élection. Quand on a eu le résultat du vote de la Virginie, par exemple, et qu'on a été à peu près sûr que Obama serait élu, et après, quand tous les États ont voté, il y a des milliers, des centaines de milliers de gens à Chicago qui sont allés dans le stade où Obama devait faire son premier discours avec une espèce de joie collective qui n'est pas du tout méprisable. Au contraire, où il y a le sentiment d'une refondation du lien social avec les gens dans un pays qui est quand même, ou qui a été basé pendant tout le temps de la période victimaire par une hostilité implicite mais quotidienne entre les Blancs et les Noirs, entre les hommes et les femmes, etc. On a eu l'impression d'un départ nouveau, d'un lien social nouveau, et en plus, n'oubliez pas que c'était à une période de crise économique qu'on a subie en pleine face. Enfin, je ne veux pas me présenter moi comme un héros, j'en suis pas un, mais pour prendre un exemple concret, moi j'ai perdu par exemple 40% de ma retraite dans la crise économique. Bon, et ben ça veut dire qu'il faut que je travaille 10 ans supplémentaires au-delà de mes 65 ans. Ça me fait pas peur, parce que le président a fait un appel à l'héroïsme, et justement dans un pays où peut-être les gens sont moins cyniques qu'en France, les gens se sont dit on va retrousser nos manches. Les problèmes sont difficiles, mais on va essayer de leur trouver une solution qui est idéologique, bien évidemment, et à l'intérieur du capitalisme aussi, mais néanmoins une solution pour essayer d'aller au-delà des difficultés actuelles. Voilà, alors c'est peut-être un peu naïf ce que je dis, mais je dirais, oui, on a besoin de héros, ça renforce le tissu social, ça donne de l'énergie, et on ne peut pas tout le temps avoir un rapport ironique, sarcastique, avec les gens qui nous gouvernent, parce que ça nous coupe les ailes. J'ai l'impression qu'il y a un rapport entre notre incapacité de créer nous-mêmes dans notre travail, d'être actif, énergique, de faire des choses, et le rapport cynique qu'on peut avoir avec les gens qui nous gouvernent. Alors peut-être qu'un petit peu d'héroïsme, sans être totalement dupe, mais un petit peu d'héroïsme me paraît quelque chose de positif. Alors, Tsvetan, vous aviez une réaction, et il me semble qu'elle tient à la définition même du héros, et peut-être du rapport entre héros et grand homme, ou les multiples sens du terme héros. Oui, non, c'était juste pour dire que ce que Jean-Marie, vous venez de dire, je souscris de demain, mais je ne suis pas sûr que ce soit le héros. C'est en somme les figures admirables, les modèles. C'est très bien, effectivement, qu'on ait des sortes de personnages positifs autour de nous, et non pas qu'on traite tout par la dérision, par le cynisme, en disant la politique, tous pourris, etc. etc. Effectivement, non, je partage ça avec vous. Mais je ne suis pas sûr que ça soit déjà un héros. Non, ce n'est pas un héros dans le sens traditionnel. Ce n'est pas un héros, en tout cas dans le sens traditionnel. Vous avez raison, oui. Et souvenez-vous aussi, enfin, il y a vraiment d'autres exemples. Mandela est un autre exemple intéressant. Il est devenu une sorte de figure exemplaire, mais il ne terrasse pas le dragon. Enfin, il a terrassé l'apartheid. Mais vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il était victime, mais par sa dignité, par sa retenue, il est devenu une figure exemplaire. Et on a peut-être intérêt à ne pas confondre la tradition héroïque, qui est quand même une chose assez consistante, que vous avez racontée depuis l'Antiquité, les païens, les Romains, les barbares, enfin tout cela, et qui s'est poursuivi jusqu'à nos jours. Il suffit d'aller voir un film de guerre dans un cinéma, c'est toujours de cela qu'il est question. Et puis ces autres figures admirables de sages, de personnages généreux, etc.
Myriam. Oui, si on réinscrit, moi aussi je suis d'accord pour ne pas donner à Obama le qualificatif de héros, parce que je pense que si on réinscrit cette question de l'identification à l'homme politique dans le contexte de la modernité, c'est plutôt du charisme dont il s'agit, hein, et du problème du chef charismatique. Et là, il me venait quelque chose à l'idée qui pouvait, au fond, définir quelque chose de l'action d'Obama. C'est en grec, le archein, le verbe arché, ça veut dire deux choses. Commencer et commander. Ça veut dire commencer et commander. Et peut-être que ce que nous retrouvons à travers la figure d'Obama, c'est au fond une certaine représentation du chef, entre guillemets, non pas du tout comme celui qui commande et auquel les autres obéissent, c'est-à-dire la dichotomie entre commander et exécuter, mais celui qui initie l'action auquel les autres se rallient. Alors peut-être que c'est de ce côté-là qu'il y a intérêt à réfléchir, et pas du tout du côté de la supériorité du héros, parce qu'on ne peut pas du tout abstraire la figure d'Obama au fond de ce que j'appellerais la condition déceptive et fondamentalement déceptive de l'homme démocratique. C'est-à-dire, c'est par rapport à la rationalité bureaucratique et à la déception permanente. Il ne faut pas non plus oublier que Obama, il vient après Bush, et que cette espèce d'identification massive, elle vient se greffer sur une énorme déception. Donc, elle vient contrebalancer. Et je veux dire que plutôt que de nourrir des attentes un peu... C'est toujours la philosophe politique qui parle, hein, plutôt que de nourrir des attentes qui ne seront jamais satisfaites, on pourrait peut-être se demander à quel modèle ou à quelle proposition exemplaire se rattache Obama. Et moi, je pense qu'il y a là quelque chose qui serait à réfléchir au niveau de l'action politique. Commencer, se rallier à l'entreprise et pas simplement exécuter. Alors nous remercions Barack Obama pour sa contribution à ce débat, et décidément cet homme aura fait beaucoup de choses dans le monde. Ce n'est plus un héros, c'est un messie. Tout à fait. Gérald, figure universelle. Est-ce que tu me permets de prendre 30 secondes pour juste ajouter un petit peu? Est-ce que, si tu veux bien, à propos de cette question de la norme, je pose deux questions. Les questions sont excellentes, hein, merci. Vraiment, elles sont toutes plus savoureuses les unes que les autres. Donc je vais les regrouper, qui sont justement reliées à cette question de la norme. Et peut-être que ce que tu vas dire va se trouver en écho, et je te passerai la parole tout de suite. Une question, c'est: le héros est-il un surhomme? Et la deuxième question, c'est: ne pourrait-on pas réunir les trois catégories d'héroïsme todorievienne, j'imagine, sous l'étiquette de rupture avec la normalité? Le vainqueur s'en extirpe positivement, la victime fait les frais de la fin de la normalité, le secouriste l'utilise et donc s'en détache. Donc c'est le rapport entre le héros et la norme, dépassement, subversion. Et il y a par rapport à cela, Jean-Marie, est-ce que tu veux en parler? Non, j'aimerais mieux que ce soit mes collègues qui répondent à cette question. Alors je veux simplement rajouter une chose. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Et en fait, dans les catégories traditionnelles, on peut presque dire que le président Bush était plus un héros traditionnel, puisqu'en fait, il en voulait, il voulait aller casser, il voulait la guerre, et de ce côté-là, c'est un héros dans le côté le moins attirant, mais malheureusement, il a une conduite héroïque. Pourquoi j'avais associé Obama à l'héroïsme? C'est simplement pour une chose qu'il a dit pendant sa campagne électorale et qu'il a répété plusieurs fois, c'est qu'il a fait appel à l'héroïsme, mais un héroïsme modéré quotidien, mais qui est du même ordre de celui qu'avait utilisé le président Roosevelt pour encourager les Américains à s'engager pendant la guerre. Pourquoi je l'ai associé au héros? Simplement parce qu'il a fait un appel à la population en disant: on est dans une période de crise, on est dans une période difficile, je ne vous promets pas des roses, je vous promets au contraire des choses difficiles, mais je vous demande de retrousser vos manches et de le faire. Et c'est en ce sens que je l'ai associé à l'héroïsme, c'est tout. Mais je suis de votre avis, c'est une figure plutôt charismatique. J'ai fini. Donc, héroïsme et normes.
Il me semble clair que pour qualifier quelqu'un de héros d'une manière ou d'une autre, il faut qu'il dépasse d'un côté ou de l'autre du groupe. C'est un peu une tautologie. Mais la comparaison avec le surhomme ne me semble pas vraiment très éclairante parce que tous les héros ne correspondent pas au modèle nietzschéen, et alors les héros du quotidien ne correspondent pas du tout. Ce ne sont pas des gens qui rejettent la condition ordinaire des hommes, ce sont au contraire ceux qui la servent. Donc je pense que oui, on peut englober les trois sous une seule catégorie, mais c'est plus intéressant ensuite de les distinguer. On a parlé de la norme. Est-ce qu'on parle de la norme statistique ou de la norme idéale? Je pense que là, dans les deux sens, c'était la norme idéale. Ah bah, idéale, oui, non, parce que par rapport. Oui, c'est pas la moyenne, ça n'est pas il me semble que dans les questions en tout cas. Mais alors, un autre concept qui peut peut-être nous permettre d'éclairer ce malheureux héros que nous traquons, c'est le concept d'autre, évidemment. On a déjà évoqué avec la notion d'identification et d'altérité. Et là, trois questions convoquent l'autre. La métamorphose de l'héroïsme ne se trouve-t-elle pas dans l'altérité? L'autre est plus important que moi-même, et nous sortons de la définition traditionnelle de l'humanisme individuel, de l'héroïsme individuel, pardon. Et si l'on exprime nos héros contemporains en termes de secouristes, n'est-on pas en train de passer d'une personnalité du héros à un héroïsme collectif, comme l'ont pu l'être dans leur ensemble les pompiers du World Trade Center? Ce passage de l'individuel au collectif n'est-il pas la métamorphose de l'héroïsme qui nous intéresse? Donc là, on en a parlé avec l'idée du peuple comme héros, mais également du héros anonyme, ce qui est peut-être un paradoxe. Y a-t-il un héros qui soit constitué par cette collectivité? Et enfin, troisième question qui examine aussi l'autre sous un autre angle. Vous parliez du héros de Malraux qui donne la capsule de cyanure à son ami et qui par cette action devient un héros. Cela implique-t-il, puisque personne à part lui, donc j'entends à part Kyo, n'est au courant qu'il possède une seule capsule, que le concept de héros au sens de Malraux est indépendant d'autrui? Est-il héros pour lui et en lui-même? Le héros ne se définit-il pas en se distinguant comme tel vis-à-vis des autres? Alors voilà, héros et autres, comment est-ce qu'on pourrait articuler ces deux notions? Zvetan. Pour moi, l'héroïsme moderne, si je puis dire, est intrinsèquement lié à un autrui, à un destinataire de ses actes. Et je dirais que cet homme imaginaire, bien sûr, le personnage de Malraux, illustre encore ce sacrifice, ce geste est envers autrui, même s'il n'y a personne d'autre à côté, puisque c'est pour permettre une mort plus douce à quelqu'un d'autre qu'il l'accomplit. Donc, selon la formule que je citais, il donne la priorité à l'autre sur soi. Ce qui est le geste moral fondamental, par excellence, c'est de donner la priorité à l'autre. Mais le secouriste, pardon de ne pas avoir trouvé un mot plus évocateur, plus joli, c'est par exemple, évidemment, la logique de l'humanitaire. Je dirais plus que les pompiers du World Trade Center, qui est surtout une figure de l'absurde. Ces gens qui se jettent dans la gueule du dragon sans pouvoir en rien aider personne à cause d'une mauvaise appréciation. Donc nous les plaignons, évidemment, mais ce sont des innocentes victimes plutôt que des secouristes. Ils n'ont secouru personne. En revanche, les humanitaires partent avec cette conviction, chevillée au corps. Ils veulent donner de leur personne, de leur force, de leur identité, pour que les autres vivent un peu mieux. Donc tout cela sont des formes modernes, contemporaines plutôt, d'exemplarité, peut-être il faut dire, de personnages admirables, n'est-ce pas, qui ne correspondent plus à l'ancienne image du héros. Et nous avons besoin de tels personnages admirables. C'est après tout Sœur Emmanuel, ou je ne sais pas, des gens qui sont capables de tant donner d'eux-mêmes pour les autres.
mais qui ne correspondent pas à l'autre système. Et la C'est la figure du saint. La pitié ici se trouve du côté de l'acteur et non pas on ne parle pas d'une victime. Oui, de compassion. Je pense que la compassion est effectivement quelque chose d'incontournable et que nous ne pouvons pas évacuer d'une description des rapports humains et de ce que nous admirons dans ces rapports. Myriam. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Tsvetan, mais il y a quand même un petit... Je vais être tout à fait d'accord avec cette apologie morale, mais il y a quand même un tout petit problème qui réside dans le fait que cette compassion, qui est le socle existentiel de notre humanité, je crois que nous sommes tous d'accord là-dessus, c'est-à-dire que celui qui est incapable de pitié, qui est insensible à la souffrance d'autrui, à la limite, est inhumain. Donc, c'est ce que disait très bien Rousseau, d'ailleurs, que la sensibilité... Oui, voilà. Et Rousseau avait quand même, cette idée tout à fait extraordinaire qui consistait à ne pas opposer l'amour de soi et la pitié. Et il disait, ce n'est pas, c'est pour ne pas souffrir moi-même que je ne veux pas qu'il souffre. Ce qui n'est pas du tout une manière, au fond, de dévaloriser la compassion, mais au contraire, d'une certaine façon, de l'universaliser. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est la généralisation abusive de ces figures admirables, comme les humanitaires, comme Sœur Emmanuelle, qui viennent, d'une certaine façon, en lieu et place, non pas d'une politique compassionnelle, mais d'un certain nombre d'institutions, de pratiques politiques qui, en tant que telles, doivent passer par les médiations des institutions. Donc, c'est... Oui, bon, on est alors, si vous voulez, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce sont des figures admirables d'héroïsme du quotidien, mais tout à l'heure, je prenais l'exemple de la dissidence. On voit très bien que les figures de la dissidence, qui étaient des figures intermédiaires entre la morale et la politique, enfin les deux à la fois, n'ont pas laissé d'héritage, d'une certaine façon, au moins politiquement parlant. C'est-à-dire qu'elles sont exemplaires. Nous les rappelons encore maintenant comme des figures exemplaires, mais structurellement, elles n'ont pas eu... Si vous regardez Václav Havel, il y a un héritage institutionnel. C'est-à-dire que les dissidents d'hier sont les dirigeants d'aujourd'hui. Non, Václav Havel, et c'est Klaus maintenant. Non seulement ça ne s'est pas produit tout le temps, mais même beaucoup de dissidents d'hier, dans les pays de l'Est, sont devenus les soutiens les plus systématiques du président Bush dans sa guerre en Irak. Et Václav Havel, qui était un admirable dissident, est l'auteur de cette formule orwellienne, comme quoi les bombes humanitaires, c'est quelque chose de très souhaitable. C'était la formule qu'il avait inventée pour justifier le bombardement de Belgrade. Il disait, mais ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas des bombes agressives, ce sont des bombes humanitaires. Donc je pense que les dissidents en situation de non-dissidence deviennent des êtres humains comme les autres. Oui, ça ne les empêche pas moins d'être des dirigeants. Peut-être tout à que fait. c'est une question de situation. Voilà, question de... Que tout est une question de situation. Mais de toute façon, sans le système, la dissidence perd sa raison d'être, puisque tout dissident ne l'est que par rapport à un système donné. Donc, mais cela dit... L'héroïsme aussi est une question de situation. Bien sûr. C'est aussi la circonstance qui fait le héros. Alors, sur cette ambivalence du héros, sur cette complexité, sur ce rapport à la violence, Jean-Marie, ça va te faire plaisir, nous avons des tentatives de synthèse entre le héros et la victime, nous en avons plusieurs. Que pensez-vous de la figure de la victime propiatoire, La violence et le sacré de Girard? Est-ce qu'un héros, victime ou pas, est forcément confronté à la violence ou à sa propre violence? À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, le Parti communiste français se présentait comme le parti des 75 000 fusillés. N'avons-nous pas là le croisement du héros qui agit, du héros chevalier qui lutte pour une cause et meurt dans la gloire, avec le héros victime, avec un trait d'union, donc ne bondis pas, Jean-Marie de ta chaise, victime d'un système dépassant l'humain. Et les victimes des attentats terroristes sont-elles des héros? La justification de certains terrorismes en Europe est-elle une nouvelle manifestation du fascisme? Bon, ça, à mon avis, si on parle là-dessus... ça va
être compliqué. Vous évoquez la figure de la victime face à celle du héros. Aujourd'hui, dans la littérature et le théâtre, les bienveillantes Apollonia de Warlikowski, la question du bourreau-héros se pose. Alors, là, on n'est plus dans héros-victime, mais héros-bourreau. Quelles sont vos appréciations sur ce mouvement ? Est-il résolument moderne ? Y a-t-il des occurrences antérieures à la Seconde Guerre mondiale ? Donc, héros-victime, héros-bourreau, le rapport du héros à la violence et du héros au mal. On voit que voilà, la question est complexe et dépasse la polarisation. Jean-Marie, qu'en dis-tu ? Ben écoutez, c'est énorme, et c'est presque trop pour moi. Je ne saurais pas répondre à tant de questions. Simplement, à la fois, y a-t-il une synthèse entre héros et victime ? Si on essaye de ramasser un certain nombre de questions sur le terrorisme, le kamikaze, la victime. Bon, je vais prendre un risque en répondant très brièvement sur 2 petits points. Le premier, dans ce que j'ai retenu, c'est les relations entre les positions que j'ai prises devant vous et celles de René Girard. Bon, René Girard est dans le département où j'enseigne. Il y a à la fois des affinités, de la rivalité, et puis des limites. On est sûrement l'un et l'autre dans la lignée de ce qu'on appelle l'école sociologique française, fondée par Durkheim, Marcel Mauss, etc. On a une approche qui, sur certains points, se recoupe, mais René se présente comme un philosophe chrétien, et moi, je ne suis ni philosophe, ni chrétien. Je pense que c'est la limite de ces affinités, mais c'est vrai qu'on peut rapprocher certaines des hypothèses que j'ai émises, et son très beau livre La violence et le sacré, que je connaissais avant d'écrire le mien, il va sans dire. La deuxième chose, et je m'arrêterai là-dessus, je comprends la tentation chez mes 2 excellents collègues et ça commence mal. Chez les personnes qui ont posé ces questions, de trouver une solution. Je vais vous faire un aveu un petit peu impudique. Pour moi, c'est presque une éthique, et je l'ai dit, mais je vais le répéter ici, je l'ai dit en commençant. Je considère que nous devons nous-mêmes nous confronter à ce conflit fondamental sans chercher à le solutionner. Je crois que c'est ça, c'est évidemment quelque chose de subjectif que je dis ici, mais pour moi, c'est la source de notre créativité collective. Refuser de trouver un troisième terme entre les nécessités de l'héroïsme d'un côté, les nécessités de la compassion de l'autre. Je crois qu'il faut prendre les 2 en même temps, dans leur conflit. Et ma position, elle n'est pas intellectuelle, elle est presque éthique. Et donc, même si je comprends intellectuellement tout ce qui a été dit, et intellectuellement, bien sûr, non seulement je le comprends, mais j'adhère, mais néanmoins, ma position personnelle, elle est non, ne cherchons pas de troisième voie, acceptons les 2 ensemble, et chacun résoudra le problème comme il le peut. Je crois que c'est de ce conflit que naît notre capacité de penser d'une part, d'agir et de créer d'autre part. Tandis que si on est dans l'apaisement, et peut-être certains psychanalystes dans la salle désapprouveront ce que je dis, mais si on est dans l'apaisement, notre capacité de créer s'en trouvera amoindrie. Voilà, j'ai pris des risques personnels et j'arrête là-dessus. Certains psychanalystes dans la salle sont au contraire d'accord avec toi, puisqu'ils écrivent « Ne pensez-vous pas qu'il s'agit plutôt d'une seule et même pulsion de mort, de destructivité, au cœur du psychisme, dont la compassion constitue la formation réactionnelle ou la sublimation ?» On ne va pas rentrer dans le détail. En tout cas, une seule pulsion. Et puisque cette pulsion n'est jamais achevée, le conflit violence-pitié, sa polarisation sont par nature destinées à rester telles, inconciliables et alternées. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette impossibilité de la synthèse, Myriam ? Oui, tout à fait.
Oui. Je veux dire, du point de vue psychanalytique, c'est extrêmement, comment dire, c'est très, très bien énoncé. C'est-à-dire que le conflit anthropologique, on peut tout à fait penser que la compassion est une formation réactionnelle. Mais ça, c'est vu du point de vue psychanalytique. Ça ne veut pas dire qu'on la réduit d'une certaine manière au fond, à n'être que cela. Moi, je maintiens que d'une certaine façon, c'est aussi la condition de ce que Freud appelle la culture. Donc cette tension-là, ah oui, bien comme sûr, condition. Bien Svetlane ? sûr. Et en même temps, ça correspond tout à fait. Moi, cette idée de la pluralisation des sens, j'y suis aussi extrêmement attachée, parce que je ne pense pas du tout que la modernité et l'époque contemporaine se caractérisent par le vide de sens, mais bien au contraire par la pluralisation et presque l'excès de sens qu'il est extrêmement difficile de hiérarchiser, d'ordonner, ou de synthétiser. Et de synthétiser. Et d'unifier, oui. Et même à la limite auquel il est très difficile de donner des priorités. D'où le caractère absolument conflictuel. Le polythéisme des valeurs. Oui, absolument. Oui. C'est pas sans rapport avec... C'est pour ça que j'avais parlé de Max Weber au début. Absolument. Svetlane ? Je vais juste revenir sur la question initiale, parce qu'avant, sans parler du pluralisme des valeurs et de la guerre des dieux, je pense que la violence et la compassion sont deux réponses au même défi. Mais être victime n'est pas une réponse au même défi, c'est le subir. Donc les figures du héros et de la victime ne sont pas en compétition dans le vécu, alors que dans le vécu, il y a de la compétition entre le choix du combat et le choix de la compassion. Pour redonner l'exemple du Chambon-sur-Lignon, les protestants qui essayaient de sauver des Juifs dans ce lieu étaient furieux contre les résistants, parce que les résistants mettaient en danger les personnes qu'ils essayaient de protéger. Donc il fallait choisir l'un ou l'autre. C'était la voie de la compassion ou la voie des armes. Et il y a de très bons arguments d'un côté comme de l'autre. C'est un conflit tragique, en ce sens du mot, qu'on ne peut pas trancher, mais ça n'entre pas en rapport avec la victime, n'est-ce pas? La victime, c'est celle que l'on veut aider, aussi bien du côté de la compassion que du côté de la lutte armée. Donc il y a bien ce triangle, et non pas juste une ligne droite sur laquelle s'opposent les deux figures. Je dois préciser que dans le livre que j'ai écrit, j'entends, et je l'explique au début, par victimisation, la compassion, la pitié. Donc ce n'est pas un livre, du moins directement traitant des problèmes des victimes, mais de l'opposition en nous entre ces deux pulsions, de violence d'un côté et de pitié de l'autre. Et cela explique ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il ne faut annihiler ni l'une ni l'autre, mais les garder dans leur conflit total et même dans le conflit exacerbé, parce que c'est à la fois la source de notre richesse intellectuelle, ça nous oblige à résoudre tous les conflits, et de notre richesse sensible, émotionnelle, puisque ça fait de nous des êtres complexes. Alors, cette question de la complexité et notre parcours nous a amené à examiner de nombreuses options, de nombreuses hypothèses et à tenter de poser cette pluralité. Alors, pour conclure, puisqu'il nous reste 4 minutes, ce sera le mot de la fin, j'aimerais qu'on revienne malgré tout à une tentative de points communs ou disons de rassemblement de ces différentes formes. Et c'est la question de la transcendance qui se pose ici, à travers 3 questions. L'héroïsme ne doit-il pas toujours renvoyer à une transcendance des valeurs auxquelles on se réfère? Dans l'univers contemporain où toute transcendance est ravalée ou impossible, un monde sans Dieu, comment identifier et définir les héros par leur exception? Ne pensez-vous pas que l'évolution, voire la dissolution de l'héroïsme est liée à la disparition ou la dissolution de l'honneur par rapport aux valeurs du gagnant, alors qu'il était conçu par exemple par Corneille et dont Peggy disait chez Corneille, l'amour est honoré d'honneur et l'honneur est aimé d'amour. Et enfin, sur le mode ludique, alors ne peut-on plus être un héros s'il faut tuer un dragon pour le devenir? Donc cette question
c'est, et peut-être qu'on pourra conclure chacun brièvement, faut-il ce rapport à une transcendance pour qu'il y ait héroïsme? Zétan, peut-être. L'héroïsme qui m'est cher est un héroïsme de l'immanence et non pas de la transcendance. Il n'a pas besoin d'un Dieu au-dessus de nous, ou de la révolution, ou de l'avenir radieux. Il va d'un être humain à un autre être humain. Et le parent ordinaire l'accomplit quotidiennement en renonçant à son propre bien, à ses propres commodités, pour s'occuper de son enfant, et réciproquement en d'autres circonstances. Donc c'est une qualité humaine extrêmement répandue, mais peu conceptualisée, peu visible. Cet héroïsme du quotidien échappe à la glorification. On préfère aller au cinéma pour voir Rambo. Rambo sera donc votre dernier modèle, contre-modèle. Myriam? Je n'ai rien de particulier à dire. Pas de commentaire. Pas de commentaire. Jean-Marie? La définition de l'héroïsme telle qu'on l'entend est liée à des structures politiques féodales, d'où la notion d'honneur. Le grand défi qui se pose à nous est d'arriver à renouveler la définition de l'héroïsme, non plus dans une société dont les structures imaginaires seraient encore féodales, mais contemporaines et démocratiques. Et ça, il n'y a pas de réponse individuelle à ça, il n'y a que des réponses collectives, bien évidemment. Et en plus, elles sont plurielles. Autant dire que nous ne sommes pas tirés d'affaire, comme vous l'avez compris, et le point d'interrogation restera. Mais au moins, nous avons tenté d'explorer des pistes. Merci pour votre écoute, pour vos excellentes questions. Merci à nos 3 invités et merci à Sciences Po. Et à mardi prochain, 20h, pour la fin de ce débat sur le héros imaginaire. Merci. 19h.